Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de L'Essentiel, une série de discussions créée par le média Vision Climat. Vision Climat, c'est un jeune média que vous pouvez retrouver sur TikTok et Instagram pour parler climat, écologie et environnement. Avec cette nouvelle série L'Essentiel, nous avons envie d'aller encore plus loin. Prendre un domaine majeur de la transition écologique et essayer de comprendre les enjeux qui gravitent autour, explorer les solutions et surtout se construire une vision globale pour dépasser les idées reçues. Et pour ce premier épisode, on s'attaque à un gros morceau de la transition écologique, le transport. Un secteur qui représente 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Un sujet incontournable, passionnant et surtout complexe. Et pour en parler, j'ai la chance d'accueillir deux invités exceptionnels. Loïc Bonifacio, ingénieur de formation, passionné d'automobile, Loïc s'est spécialisé dès la fin des années 2010 sur l'hydrogène, puis plus largement sur les questions énergie-climat. Il a travaillé comme analyste dans l'industrie automobile, publié 12 rapports sur les secteurs clés de l'économie française et aujourd'hui, il se concentre surtout sur les transports aériens, maritimes, automobiles et ferroviaires. Et en particulier sur le sujet brûlant des carburants d'aviation durable. Pour l'accompagner, Anthony Viau qui de son côté a passé 22 ans dans les cockpits. Il volait sur Airbus A320 pour Air France, c'était son rêve d'enfant. Mais fin 2024, il décide de tout arrêter, submergé par la prise de conscience de l'impact environnemental de l'aérien. Il raconte son histoire et son basculement dans son livre Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux, sorti en octobre 2025. Aujourd'hui, il porte un témoignage rare, lucide et humain sur l'aviation et ses contradictions. Nous vous souhaitons à tous un très bon visionnage. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, peut-être quelques questions pour apprendre à un peu mieux vous connaître. Anthony d'abord, tu racontes dans ton livre ton histoire, celle d'avoir arrêté le métier de pilote de ligne dont tu rêvais étant enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, ce qui permettra peut-être de mieux te connaître et en apprendre un peu plus sur ton histoire? Alors bonjour Raphaël, merci beaucoup de l'invitation. Merci. Donc effectivement, j'ai été pilote de ligne pendant 22 ans. Au début dans une petite compagnie régionale qui s'appelait Regional Airlines, et puis ensuite pendant plus de 20 ans à Air France, où j'étais copilote pendant une quinzaine d'années, puis ensuite commandant de bord sur long courrier, moyen courrier, puis à la fin sur l'Airbus A320, comme tu l'as dit, l'Airbus moyen courrier d'Air France. Et donc en fait, petit à petit, à force de survoler les glaciers qui fondent, des zones inondées, des feux de forêt un peu partout, je suis devenu ce qu'on appelle éco-anxieux. Donc j'ai pris conscience en fait de tous les impacts de l'être humain sur nos activités, sur la vie sur Terre, etc. Et cette prise de conscience, elle s'est faite progressivement. Et puis petit à petit, c'est ajouté à cette prise de conscience générale ce que je pouvais voir au sein du secteur de l'aéronautique, c'est-à-dire notamment que il y avait une croissance prévue qui était énorme, une croissance du nombre d'avions, une croissance du nombre de passagers. D'accord, ouais. Et qui était qui m'a rendu encore plus éco-anxieux et qui au bout d'un moment m'a fait me poser la question: est-ce que j'ai envie de continuer à cautionner ce système-là, ou est-ce que je fais un pas de côté? D'accord, donc le point de départ en fait il a été juste l'observation de la nature qui se dégrade. Est-ce que toi tu as vu une évolution sur toute ta carrière des paysages à cause du dérèglement climatique? Exactement, j'ai vu une évolution et puis j'allais dans des pays parfois où on pouvait toucher du doigt ce changement, ne serait-ce que parce que la température était vraiment invivable, etc. Et puis après, en plus en me documentant petit à petit, j'ai commencé à voir des choses qui ne me choquaient pas avant. Par exemple, la chaleur. Tu vois, quand j'allais en escale à Dubaï, par exemple, il faisait fréquemment 50 degrés. Et quand j'y allais, c'était dans les années 2010, un peu avant 2010 même. Je trouvais ça normal. On m'avait toujours dit qu'à Dubaï il faisait très chaud, donc ça me choquait pas. Mais en fait, en réfléchissant un peu et en me rendant compte de tous les impacts de l'être humain sur la nature, je me suis aperçu que c'était pas forcément ultra normal, et en tout cas que les choses se dégradaient. D'accord, ok. Et est-ce que pour terminer, juste, tu pourrais peut-être revenir sur la notion d'éco-anxiété que tu as abordée. Ouais. Quelle définition tu pourrais nous donner de ce terme d'éco-anxiété ?
Alors l'éco-anxiété, c'est une sorte de peur chronique de la catastrophe climatique, enfin catastrophe écologique qui est en train d'arriver. Et donc, en fait, l'éco-anxiété, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le mot anxiété dedans, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une sorte de pathologie. Mais en réalité, c'est un comportement normal de tout être humain qui est normalement constitué quand il prend conscience de tous les dérèglements qui se passent actuellement sur Terre. Donc l'INSERM, par exemple, dit que l'éco-anxiété, c'est une réaction tout à fait normale de l'être humain. Et moi, j'ai tendance à dire l'éco-anxiété, c'est une sorte de lucidité par rapport à ce qui se passe. Mais dans mon livre, d'ailleurs, je dis ça, c'est finalement, pour les éco-anxieux, ce sont les personnes qui ne sont pas éco-anxieuses qui ont un problème. Donc, c'est-à-dire que là, on dit qu'il y a à peu près 25% d'éco-anxieux en France, mais moi, je dis il faudrait qu'il y ait 100% d'éco-anxieux. Une fois le jour où Emmanuel Macron sera éco-anxieux, Patrick Pouyanné sera éco-anxieux, etc., le patron d'Air France sera éco-anxieux, là, les choses changeront vraiment. Parce que ça voudrait dire que ces gens-là ont été atteints dans leur chair par ce qui est en train de se passer. Et du coup, ils auront à cœur de faire changer les choses vraiment et non pas poursuivre le business as usual. Merci beaucoup pour cette présentation. Loïc, rebonjour. Donc, en tant qu'ingénieur, tu as énormément travaillé sur le domaine du transport. Est-ce que tu pourrais premièrement nous présenter un peu ton parcours et nous expliquer pourquoi est-ce que ce secteur du transport il est si important dans la transition écologique ? Alors du coup, effectivement, moi, ça fait depuis un petit moment que je suis complètement dans ce secteur-là parce que l'école d'ingénieur que j'ai faite était vraiment spécialisée complètement en transport. D'accord. Avec différentes filières, et moi j'ai fait la filière automobile parce que je suis arrivé là-dedans en étant passionné de voitures, de sport, etc. Et donc le rêve, c'était de travailler là-dedans pour, je sais pas, Ferrari, Aston Martin. Ça, c'était un petit peu l'idée en sortie de lycée. Et du coup, j'arrive là-dedans. Je m'en écarte un peu en cours de route parce que je fais un premier stage dans le sport automobile et je découvre que c'est un peu un milieu, on va dire, spécial. De l'extérieur, on sait que c'est hyper compétitif. De l'intérieur, on se rend compte que quand c'est à ce point compétitif, ça en devient très toxique également. Et ça, en fait, ça me rend un peu malade et ça me dégoûte. Je reste passionné de sport, mais je me dis je vais plutôt aller dans les véhicules de série plutôt que le sport automobile, vraiment la compétition même. Et donc je m'en écarte un petit peu en cours de route, un peu par circonstance, mais pas par vrai choix, c'est tombé comme ça. Je me retrouve à travailler sur l'hydrogène vers 2018, c'est un moment où justement Airbus commence en interne à accélérer sur son programme et en fait on a un parrain qui nous oriente un petit peu en tant que projet étudiant en nous disant c'est un sujet qui monte, on vous conseille de regarder ça. Et en fait je me spécialise là-dedans et l'année suivante, en 2019, comme beaucoup d'ingénieurs ou d'élèves ingénieurs de ma génération, je tombe sur les conférences de Jean-Marc Jancovici, sur les fresques du climat, et ça me fait un peu un déclic assez violent. Je réalise un peu les ordres de grandeur, et je vais avoir un virage assez rapide, assez net, parce que je vais me sentir un peu bête de ne pas avoir moi-même fait les quelques calculs sur combien c'est émet, etc. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas forcément très compliqués quand on a tous les chiffres de la consommation, etc. Ça se fait assez vite. Et je vais en fait avoir ce petit sentiment désagréable de non seulement il y a un gros sujet, mais en plus j'y contribue, mais en plus j'ai tenu un peu le mauvais rôle pendant des années où quand on m'en parlait, j'envoyais un peu balader, où je répétais les mauvais discours dont on va reparler peut-être, je pense, contre l'électrique ou des choses comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai détesté cette sensation de me sentir bête et de sentir que j'ai raconté un peu n'importe quoi pendant des années. Et du coup, je vais me mettre à lire tout ce que je peux pour essayer de rattraper au maximum et ne plus avoir ce truc d'être en retard et de pas savoir ce que je raconte. Et c'est ça qui a fait que j'ai complètement plongé dedans et effectivement complètement me réorienter pour travailler sur les enjeux énergie-climat des transports. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit dans ton introduction, c'est un gros secteur en termes d'émissions dans le monde, encore plus en France, effectivement c'est une 30%. Et surtout c'est un des seuls, même le seul secteur, je crois même c'est à l'échelle de l'Union Européenne, qui n'a pas diminué ses émissions sur les dernières décennies, et même qui les augmente de plus en plus. Ce qui fait que c'est une proportion qui est de plus en plus forte, et notamment dans certains pans des transports, mais qui plus est l'aérien, qui à la fois est celui qui se décarbone le moins
en relatif et a la plus grosse croissance. Ce qui fait que, c'est-à-dire qu'on regarde les émissions, même à horizon 2030-35, on arrive à un peu infléchir les émissions des autres parties des transports et il n'y en a qu'un seul qui continue d'augmenter, c'est l'aérien. Et c'est ça en fait qui m'a fait un peu bifurquer sur ce sujet-là. De base, je suis spécialisé automobile. Je me suis du coup intéressé aux enjeux énergie-climat sur l'ensemble des transports. J'ai réalisé que là-dedans, il y avait un gros sujet sur l'aérien et qu'assez peu de personnes, en tout cas dans le milieu où j'étais, s'en occupaient. Et je me suis retrouvé du coup à travailler dessus et en fait de fil en aiguille, maintenant je passe presque plus de temps à travailler sur l'aérien que sur l'automobile. D'accord. Peut-être juste pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire sur quoi tu travailles actuellement ? Ouais, alors mon principal sujet d'étude, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est les carburants, alors ce qu'on appelle carburant d'aviation durable en français ou SAF, Sustainable Aviation Fuels. En anglais, c'est en fait tous ces carburants, en fait c'est plein de filières différentes qui sont censés venir remplacer le pétrole. Ouais. Et en fait c'est un sujet complexe parce que il y a réellement un potentiel intéressant, mais il y a aussi de fausses bonnes idées à l'intérieur. Et donc il faut arriver un petit peu à faire le tri de qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins, et expliquer pourquoi, dans quelles circonstances ça va être intéressant ou pas. Et puis derrière, arriver un peu à mettre le doigt sur à quel point on peut mobiliser ce levier-là pour décarboner l'aérien, et à quel point c'est suffisant ou pas. C'est la grande question à la fin, mais quand même, à part dans les scénarios hyper optimistes, mais à tel point que ils ont une probabilité d'arriver qui est très faible, il y a besoin d'avoir aussi une modération du trafic. Et en fait, c'est les deux sujets qui sont pas du tout en opposition, mais c'est à la fois l'angle technologique et l'angle sobriété ou de l'usage, de repenser l'usage. Mais ça, je pense qu'on pourra en reparler, parce qu'effectivement, ça soulève des questions assez intéressantes derrière de qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut le faire éventuellement, enfin, c'est pas évident. D'accord, parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations. Peut-être pour rentrer un peu dans le débat maintenant, je vous pose la question à tous les deux. Quel est le problème avec les transports actuellement d'un point de vue purement physique ? En fait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer comme ça ? On peut faire une réponse très longue. On a 4 heures, non. En un mot, le mot-clé, c'est pétrole. Vraiment, les transports se sont déployés en synergie avec le pétrole. C'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour l'aérien. Puis on pourrait aussi parler du maritime, ferroviaire un peu moins. Et le gros sujet qu'on a, c'est maintenant il faut sortir du pétrole. Pour différentes raisons, raisons de dépendance géopolitique, de balance commerciale, et puis évidemment raisons climatiques, puis aussi pollution de l'air, etc. Et c'est un gros sujet qui est compliqué parce qu'en fait le pétrole, s'il n'y avait pas tous ces problèmes, c'est vrai que c'était quand même vachement bien, enfin d'un point de vue purement physique, purement technique, c'est génial, c'est liquide à température ambiante, donc ça se transporte super bien, et c'est hyper dense. Du coup on a énormément d'énergie stockée en peu de place et peu de masse, et donc ça s'embarque très bien, et donc c'est pour ça que dès qu'on fait quelque chose qui a besoin de se déplacer, des mobilités, des transports, c'est le carburant idéal. Et c'est le fossile qu'on utilise par rapport au gaz ou au charbon qui sont quand même vachement plus compliqués. Le charbon c'est solide, c'est un peu galère, et puis le gaz à stocker c'est pas évident. Et donc c'est cette grosse difficulté qu'on a, de comment on peut réussir à sortir du pétrole, et selon les modes de transport c'est plus ou moins évident, mais je vais peut-être laisser un peu d'éléments de réponse pour plus tard et pas tout spoiler. Ouais, on va tout spoiler dès le début. Ce qui est intéressant avec le transport, c'est que ça a évolué très rapidement à l'échelle temporelle. En à peine 100 ans, les humains ils se sont énormément appropriés les moyens de transport, et on se déplace tout le temps, que ce soit des courts trajets ou des très longs trajets. Et la question, donc, sans forcément encore une fois rentrer trop dans les détails, mais est-ce que de manière générale, les solutions à ce problème vont-elles venir de la technologie ou plus de l'adaptation ? Donc, quand je dis adaptation, c'est plus donc, au point de vue adaptation des comportements. Si je prends le plus simple et que j'arrive au plus compliqué, que tu devineras lequel c'est, donc je te laisserai enchaîner dessus. Si on commence par tout ce qui est terrestre, en lien avec ce que j'évoquais avant sur le pétrole, l'avantage du routier, c'est que l'énergie qu'on embarque,
c'était qu'une petite part de la taille des véhicules. C'est-à-dire un réservoir de voiture, si c'est 50 litres, ça fait à peu près 40 kilos pour un véhicule qui fait 1,5 tonne ou 2 tonnes, quoi. Donc c'est quelques pourcents de la masse du véhicule. Un avion de ligne, c'est beaucoup plus que quelques pourcents, qui est uniquement son réservoir. Ce qui fait que remplacer le pétrole par quelque chose qui est moins efficace, enfin moins dense d'un point de vue énergétique, donc plus lourd, par exemple des batteries, ça se fait pas trop mal. C'est pas non plus hyper facile, c'est pas non plus miraculeux, mais ça se fait pas trop mal. Ce qui fait que l'aspect technologique, il peut assez facilement faire une grosse part, mais ça ne pourra pas non plus tout faire parce que y a quand même des questions qui se posent sur alors, la quantité d'électricité, mais aussi la quantité de métaux qu'il faut pour faire toutes les batteries, par exemple. Et puis, ça ne résout pas d'autres problèmes liés, en l'occurrence, là, je suis en train vraiment d'évoquer la voiture, qui est que la voiture, au-delà de l'aspect environnemental, il y a aussi un sujet économique et d'aménagement du territoire, où là, pour le coup, ça ne change rien, qu'elle soit électrique ou à pétrole. Ça coûte toujours aussi cher, pas plus cher à l'achat, un peu moins à l'usage, mais bon, au total, ça reste quand même un gros poste de dépense pour les ménages. Et puis, ça prend énormément de surface dans les villes. Ça peut monter jusqu'à 50% de la surface en ville qui est liée à la voiture, il y a les routes, le parking, etc. Et donc, c'est pour ça que, au-delà des sujets purement environnementaux, on observe vraiment de façon assez uniforme, sur beaucoup de villes, de grandes villes, la volonté d'arriver à sortir de la voiture, de sortir du tout voiture pour avoir des modes de vie plus efficaces, en transport en commun, plus agréables aussi, mobilité douce, etc. Et donc la technologie peut faire une grande part, mais elle ne résout pas non plus tous les problèmes, et donc il y a aussi besoin de repenser comment on aménage le territoire et comment on organise cette mobilité quotidienne. Et ensuite, quand on sort un peu de cette mobilité quotidienne, sur la mobilité de quelques centaines de kilomètres, le train arrive assez bien à répondre aux besoins. Mais quand on monte encore d'une échelle et qu'on passe sur des milliers de kilomètres, on peut se débrouiller avec des voyages en train ou en car qui sont longs, mais ça devient un peu plus compliqué. Et là, effectivement, on passe sur l'aérien. Et l'aérien, la réponse technologique, elle est beaucoup plus difficile parce qu'un avion à batterie, il faudrait que les batteries soient vraiment beaucoup plus performantes qu'actuellement pour qu'on arrive à faire un avion qui est plus que 2 personnes et plus que 100 ou 200 km. Donc un avion de ligne, actuellement, on ne sait pas le faire à batterie. On est obligé du coup d'aller sur des technologies plus complexes, les justement Sustainable Aviation Fuels dont je parlais avant, et qui sont plus chères, plus énergivores à produire, et donc ça pose vite des questions de volume, à quel point on va arriver à monter en volume. Et là, oui, ça pose une grosse question a priori le trafic ça passe pas, en plus c'est là où on observe les plus grosses croissances, et donc c'est là où il y a vraiment le warning qui est le plus rouge vif, j'ai envie de dire, sur la trajectoire, là, on sait pas trop comment la gérer, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que tu as du coup beaucoup regardé et ressenti aussi de l'intérieur. Pour compléter par rapport aux avions électriques, on va dire, effectivement tu disais que le pétrole c'était une énergie très dense. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'aviation, elle s'est construite sur ce mode d'énergie qu'est le pétrole, parce que c'est la plus dense énergétiquement. Donc par exemple, si on voulait remplacer le pétrole par des batteries, 1 litre de pétrole, ça correspond à peu près à 25 kg de batterie. Oui. Donc on voit bien que si on devait remplacer par exemple sur un vol Paris-Tokyo, où il faut 100 000 litres à peu près de carburant, on pourrait pas mettre 100 fois 25 kg de batterie dans l'avion. Ça, c'est impossible, quoi. Ça veut dire que déjà, ne serait-ce qu'un Airbus A320 qui est plus petit, il faudrait si on voulait faire des vols que électriques, il faudrait enlever tous les sièges passagers et mettre des batteries à la place, donc ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est compliqué de décarboner l'aviation. Après, il faut se souvenir aussi que tous les ans, alors ça c'est la revue scientifique Nature qui dit ça, en moyenne, tous les ans, le secteur du transport aérien diminue de 2% ses émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, il y a à peu près 3-4%, Nature dit 4% de hausse du trafic tous les ans. Et du coup, on voit bien que les 2% de gains d'efficacité, ils sont annulés par la hausse du trafic. Et ça, c'est depuis que l'aviation existe, c'est comme ça. On a fait énormément de progrès. Mais en fait, le trafic est tel et son augmentation est telle que ça annule tous les bénéfices. Donc du coup, ce gain d'efficacité, ou d'efficience, comme dirait Olivier Allemand,
il est annulé par la croissance du trafic. Donc du coup, l'aérien, en fait, c'est toujours des avions. Donc c'est toujours une technologie qui a été inventée il y a plus de 100 ans, qu'on améliore petit à petit, mais on reste sur la même technologie, qui est de brûler du carburant fossile pour avancer. Donc c'est pour ça que le secteur du transport aérien, donc on pourrait citer par exemple IATA, qui est un petit peu la voix des compagnies aériennes au niveau international, eux ils disent, donc ils représentent les compagnies et ils disent en fait le trafic aérien va continuer à croître comme c'est le cas depuis des années, ça c'est un peu inéluctable, donc on va essayer de trouver des parades en fonction de ce qui est possible techniquement de faire pour accompagner cette croissance le plus vertement, de la couleur verte possible. Donc en fait, ils essayent de trouver des solutions, les solutions qui sont techniquement faisables. L'avion électrique, à grande échelle, on voit bien que c'est pas pour l'instant, comme tu disais, en l'état actuel de la technologie, les batteries sont tellement grosses que c'est infaisable. Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste les carburants d'aviation durable. Et ça, IATA, dans leur planification de la croissance du trafic, comment rendre le trafic aérien, comment rendre l'aviation décarbonée d'ici à 2050, les carburants d'aviation durable, ça représente une énorme part de ce qu'ils proposent. Mais bon, peut-être on va en reparler après plus en détail. Après, ils disent, ça va être à peu près 65% de ce qu'on va mettre en place à l'avenir. Après, pour à peu près 19-20%, ça va être le CCS, donc la capture du carbone et le stockage dans le sol, par exemple. Ça, c'est une technologie qui est inexistante actuellement, quasiment, et immature. On ne sait pas encore faire, c'est en état de test. Donc, pour l'instant, on peut, imaginer que peut-être un jour, ça sera réalisable, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, si on va dans cette voie-là, c'est un pari technologique sur l'avenir, et un pari, quand on est pilote de ligne, on n'aime pas faire des paris. On aime bien des certitudes, parce que les paris, ça se termine parfois mal. Donc après, il y a d'autres manières de décarboner l'aviation que des entités comme IATA ou OACI, pareil, font des propositions. Donc l'OACI, qui est l'émanation de l'ONU qui gère le transport aérien mondial. Et tous ces gens-là, donc ils disent il y a le carburant durable, il y a la capture et le stockage du CO2, il y a les avancées technologiques des avions qui vont consommer de moins en moins parce qu'on utilise des matériaux plus légers, des moteurs plus efficients, etc. Il y a des opérations aériennes qu'on peut améliorer, comme faire des descentes continues pour éviter les paliers, parce que c'est dans les paliers que quand on descend en avion qu'on consomme le plus de carburant. Essayer de diminuer les traînées de condensation en volant à des altitudes différentes pour diminuer l'effet de serre créé par ces traînées de condensation qui s'étalent sous forme de nuages. Et puis il y a aussi la compensation carbone, par exemple. Donc ça, compensation carbone, ça veut dire on a le droit d'émettre du CO2 aujourd'hui parce qu'on va planter des arbres, par exemple, qui vont pousser sur des années, qui vont absorber le CO2 qu'on a émis aujourd'hui. Donc ça, on voit bien qu'il y a une espèce d'escroquerie intellectuelle avec ça et que c'est un peu une vue de l'esprit. D'ailleurs, c'est considéré comme du greenwashing par beaucoup d'organisations. Voilà. Donc en fait, c'est pour dire que y a une chose que le secteur de l'aérien dit, dont le secteur aérien ne parle jamais, c'est ce que tu disais, une limitation du trafic aérien, soit une décroissance, soit une limitation de l'augmentation du trafic, alors que tous les experts qui se penchent sur la question, de l'ADEME, du GIEC, etc., disent, en fait, quand on analyse froidement tous les chiffres, et l'urgence de la situation, parce qu'il faut mettre ça en rapport avec l'urgence actuelle écologique, où quand même, on voit bien, tous les chiffres sont dans le rouge, les limites planétaires, etc., là, il faut regarder les vidéos qui pullulent sur le net. Mais en fait, il y a une urgence. Et pour l'adresser de manière sérieuse, comme dirait Aurélien Barraud, eh bien, il faut agir maintenant. Et il n'y a qu'une seule solution pour agir maintenant,
c'est de limiter le trafic, en tout cas de le réduire, c'est de réduire la croissance. Et c'est la seule chose que le secteur ne propose pas. Voilà, donc c'est là où il y a un problème, selon moi. Donc justement, ça enchaîne sur la prochaine question que je voulais vous poser. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de réduire le nombre de vols? Pourquoi est-ce que ça prend plus de temps pour l'aviation? Il y a un grand mot-clé qui est international. En fait, l'aérien, c'est un secteur qui vraiment par essence est à minima continental et même mondial. Et ça fait que dès qu'on veut arriver à mettre une réglementation, très vite on a besoin de se mettre d'accord à beaucoup d'acteurs, beaucoup de pays. Ouais. Et c'est hyper compliqué. Il y a très vite des sujets de distorsion de concurrence qui apparaissent lorsque un acteur a un peu le courage de se lancer. Du coup, un pays qui se lance à faire ça ou un groupe de pays, par exemple l'Union Européenne, on va avoir les compagnies aériennes de l'Union Européenne qui vont crier que oui, mais du coup ça fait une distorsion par rapport aux compagnies qui sont en dehors. Et certains cas, ils exagèrent peut-être, mais ils n'ont pas forcément non plus totalement tort. Il y a effectivement des risques, des écarts de traitement, etc. que ça fait. Donc c'est une grosse difficulté qu'on a. Et puis aussi, moi, quelque chose que j'observe beaucoup, c'est que les instances dirigeantes du secteur, que ce soit industrielles, compagnies ou autres, en fait, se cachent derrière le fait de dire c'est pas nous qui faisons augmenter le trafic, nous on ne fait que répondre à la demande des gens, etc. Et ça, c'est compliqué à dire. Je pense que c'est en partie vrai, parce qu'effectivement, il y a une forte recrudescence des vols. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui achètent des billets, donc c'est effectivement quelque chose qu'on observe. Mais en même temps, si on enlevait la publicité, je ne suis pas sûr qu'on aurait autant d'engouement à ce niveau-là. Si on arrêtait de subventionner les low cost, parce qu'il faut savoir que tous les aéroports régionaux sont subventionnés pour permettre des prix hyper attractifs pour les compagnies low cost, et en fait sans subvention ils font faillite, en tout cas avec les prix auxquels ils proposent. Okay. Et du coup il y a de gros sujets comme ça, parce qu'en fait il y a aussi tout un imaginaire sur l'aérien qui permet d'être connecté au reste du territoire, au reste des autres pays. Et du coup, ce truc-là, si je prends des exemples comme Beauvais, par exemple, Beauvais, il y a un très très gros aéroport, c'est je crois le plus gros aéroport vraiment essentiellement low cost de France. Le nombre de passagers, c'est plus que le nombre d'habitants de Beauvais par an. De mémoire, c'est vraiment énorme. Et en fait, ils vont pas à Beauvais. Après, ils prennent le car pour aller à Paris. Mais il y a quelque chose de... c'est un peu méchant s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont de Beauvais, mais moi j'ai entendu plusieurs fois des gens qui étaient proches de la région et qui me disaient que de ce qu'ils observaient, c'était un peu la fierté ou la seule fierté de la ville de dire on a un aéroport, quoi. Et du coup il y a quelque chose aussi de cet attrait-là que perdre cet aéroport peut être vu comme ensuite un risque de s'enclaver, de perdre sa connexion. Et donc à tout prix, ils cherchent à l'entretenir, quitte à le subventionner, quitte à l'encourager. Et donc en fait, on a des dynamiques qui sont très contradictoires. On a à la fois des discours, ça en même temps, appliqué à tous les niveaux. On a à la fois des discours de l'avion, c'est un gros impact, etc. On va plus ou moins mettre les doigts dessus, plus ou moins culpabiliser les gens. Et en même temps, énormément l'encourager, avoir des signaux de partout. J'ai parlé de la publicité, mais la publicité a plein de formes diverses. Il y a la publicité classique, mais il y a aussi tout ce qui va être influenceurs, influenceuses, etc. Où pareil, ça joue un grand rôle. Il y a tout l'imaginaire aussi qu'on retrouve dans la pop culture, dans le cinéma, etc. Où les stars qui font énormément de trajets, qui mettent en avant leur voyage. Il y a beaucoup de choses en fait là-dessus qu'on entretient et qui créent de l'envie. Et donc se cacher derrière le fait de dire les gens ont envie, c'est à la fois vrai et en même temps un peu malhonnête, parce qu'on leur alimente énormément cette envie. Et donc moi c'est ce que j'observe, j'ai fait une réponse très longue, j'ai peut-être laissé l'ancien pilote de ligne quand même compléter sur ce sujet que du coup il connaît quand même mieux que moi, mais effectivement c'est ce que je vois, ce sujet un peu contradictoire des injonctions qu'on envoie dans tous les sens, et le sujet international qui d'un point de vue réglementaire fait effectivement que c'est compliqué. Et ce dont tu parles, en fait, ça se retrouve dans tous les secteurs, je pense. Par exemple, on entend souvent dans le secteur de l'automobile dire, là c'est plutôt ton domaine d'ailleurs, on entend souvent dire ça, les constructeurs qui disent, on
leur dit oui, mais il faut les SUV, ça pollue, c'est pas bon pour l'écologie et tout. Et eux, ils répondent ouais, mais les gens veulent des SUV. Et là, on leur dit oui, mais c'est vous qui faites de la pub pour les SUV. Oui, mais c'est parce que c'est ce que les gens veulent, donc on leur propose Donc il y a une espèce de... On ne sait plus qui est la poule et l'œuf, qui a commencé. Et finalement, ça s'auto-entretient, il y a une boucle qui s'auto-entretient là. Et finalement, plus personne n'est responsable. C'est ça le résultat. Et donc c'est la catastrophe, mais il n'y a pas de responsable. Et après, non, ce que je voulais juste rajouter, c'est par rapport à l'explication de tout ça aussi, c'est les nombreux biais cognitifs dont on est victime. Et notamment, il y a, tu disais, quand on a les aéroports les villes qui ont leur aéroport ne peuvent pas faire marche arrière, ça c'est tous les effets de cliquet, où une fois qu'on a quelque chose, si on a, dans notre vie, c'est pareil, si on a gagné du confort, gagné de la performance, gagné du confort, eh bien on a cranté quelque chose et on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que si une amélioration du niveau de vie ou du confort des personnes est remise en question parce qu'en fait on se rend compte que ça pollue énormément, c'est ce qui se passe avec l'aviation. Là, dans les pays riches, on prend l'avion quand même assez souvent, et si on dit oui mais ça pollue, alors il y a des voix qui vont s'élever en disant dire ça c'est être un éco-terroriste, ou c'est être un Khmer vert, ou tout ce qu'on veut, parce qu'il y a un effet de cliquet qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Si on a gagné quelque chose au niveau du confort, c'est pas possible de revenir en arrière. On peut pas remettre. Il y a un blocage dans notre cerveau qui s'est créé. En fait, il y a un cliquet, un cran qui a été passé, et c'est impossible. Et donc après, il y a aussi le biais de normalité, ce qu'on appelle le biais de normalité, où ça c'est valable pour tout également. On a l'impression que les choses ne vont jamais changer en fait. Les choses vont toujours rester comme elles sont, et on n'est pas capable avec notre cerveau de se projeter dans un avenir différent de ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a l'impression que les choses ne vont jamais changer, et donc là c'est le risque de l'homme providentiel. C'est-à-dire si quelqu'un nous dit, un Trump par exemple, nous dit ne vous inquiétez pas, continuez à consommer comme d'habitude, continuez avec les voitures à essence, avec l'aviation, ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Moi je vous garantis que je vais trouver des solutions, on va forer pour trouver du pétrole ou des gaz de schiste, et on va rien changer à notre mode de vie. Donc ça c'est le biais de normalité, et quand quelqu'un dit ça, on est câblé comme ça, on achète ce discours-là tout de suite, parce qu'on préfère quelque chose de rassurant comme ça, qui va nous conforter dans notre mode de vie, même si certaines personnes, des empêcheurs de tourner en rond, nous disent attention, ce mode de vie-là, il n'est pas viable sur le long terme, mais ça, le cerveau refuse de l'entendre, et on se concentre uniquement sur le message qui fait qui nous dit vous n'avez rien à changer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ça c'est un gros piège de ce qu'on appelle les personnes réactionnaires, qui sont dans un discours de dire ceux qui disent c'était mieux avant, etc., qui ne veulent pas voir qu'il va falloir faire évoluer nos modes de pensée en fait. Et ça c'est quelque chose je trouve assez présent dans l'aérien, surtout les très industriels. Moi je trouve qu'encore les compagnies, pas forcément les pires, notamment Air France, il y a une explication je pense très rationnelle qui est qu'ils sont en contact direct en termes d'image, et donc s'ils font un peu de mauvaise communication, ils se font très vite taper dessus pour greenwashing. Ça leur est déjà arrivé. Il n'y a pas non plus une garantie établie dans le temps. Si du jour au lendemain l'entreprise aura une très mauvaise image, les gens vont arrêter de la prendre, etc. A l'inverse, si on va sur les industriels derrière, donc plutôt les motoristes et avionneurs, donc c'est plutôt Safran et Airbus, et ce que j'évoque là c'est surtout valable je trouve chez Airbus. Airbus, à la fois, ils sont plus loin du grand public. Le grand public s'intéresse beaucoup moins aux communications d'Airbus, etc. Et donc, ils ont un peu plus de marge sur ce qu'ils peuvent dire avant que ce soit vraiment repris comme « Ah là là, c'est des greenwashing ». Et ils ont un carnet de commande de 10 années à l'avance. Donc, même si on arrêtait de leur acheter parce qu'ils ont mauvaise presse, ils ont de la marge. Et puis, de toute façon, c'est pas le grand public qui leur achète des avions.
c'est des pays, des industriels, etc. Et donc à ce niveau-là, j'observais qu'ils ont une liberté du coup d'expression et ils en profitent. Et ce type de discours de vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, c'est hyper mis en avant par typiquement Airbus, c'est l'avion hydrogène, c'était notamment ça. On va faire un avion zéro émission. Bon, finalement, peut-être pas, il y a du retard. Mais dès le début, en fait, tout le monde savait que ce serait très compliqué et que même si ça arrivait, ça ne résoudrait pas le problème parce que, en fait, en quelques chiffres, on se rendait bien compte qu'il ne ferait pas grand-chose cet avion, en tout cas à horizon 2050. Parce qu'il était annoncé pour 2035. Même s'il avait tenu ce 2035, 2035, c'est pas tous les aéroports sont équipés de flottes d'avions hydrogène. 2035, si on commence à vendre des avions hydrogène, si on avait tenu tout le planning. En moyenne, les flottes elles mettent de l'ordre de 20-25 ans à se renouveler. Ce qui veut dire qu'en 2050, on n'aurait même pas eu fini de renouveler toutes les flottes qui potentiellement pouvaient accueillir des avions hydrogène. Sous réserve que les aéroports soient équipés, parce que du coup, nouvelles technologies, nouvelles logistiques, etc. Et en prime, en plus de ça, l'avion de base annonce officielle Airbus, pour une autonomie de maximum 2000 à 4000 km. Donc même dans la fourchette haute, il ne faisait pas Paris-New York. Et ça, on le savait dès le début. Donc en fait, quand le PDG d'Airbus allait sur le plateau de télé, faisait la promo de l'avion hydrogène et tenait ce discours presque avec ces mêmes mots, de « vous inquiétez pas, on gère tout », en fait, dès le début, c'était démontrable avec leurs propres données que non, ça peut pas. Ça fera peut-être 10% du trafic, peut-être 20% maximum. Et c'était les feuilles de route les plus optimistes comptaient ça, mais pas plus. Et maintenant, du coup, elles comptent moins parce qu'effectivement, le projet a été reporté pour durée indéterminée. Mais même au début, on ne pouvait pas compter plus que ça, quoi. Mais il y avait ce discours-là qui était très très fort de « vous inquiétez pas, on gère tout, on garde le business as usual », parce qu'effectivement, ce business as usual, il est hyper intéressant pour eux. Plus le trafic augmente, plus il faut vendre des avions. On dit que les nouveaux avions sont plus efficaces, donc il faudrait renouveler les flottes plus rapidement, très bien, ça leur fait encore plus de commandes. Et en fait, ils sont dans une position qui est hyper intéressante. Et donc on comprend bien l'intérêt économique, et du coup la raison du discours, etc. Mais c'est vrai qu'après, du coup, il y a le biais que tu évoques, et qui fait que ce discours, il marche bien. En plus, c'est une entreprise qui, quand même, est prestigieuse en termes de niveau de compétences. C'est quand même un niveau de compétences très très élevé. Et donc, il y a peut-être aussi un autre biais qui se rajoute, qui est, alors, je m'y connais moins, j'appelle ça un peu un biais d'autorité, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais quand même, ils sont forts, ils sont compétents, donc s'ils disent quelque chose, c'est qu'ils le savent, quoi. Et effectivement, ils sont forts, effectivement, ils sont compétents, mais ils ont aussi des intérêts, des conflits d'intérêts, et donc c'est pas pour autant que 100% de ce qu'ils disent est parfaitement objectivé. Et des fois, ils jouent un peu aussi sur cette autorité pour donner des éléments qui, en fait, sont en réalité débattables, voire des fois même plus ou moins faux, mais qui vont dans leur sens. Mais ils ont une aura, une image qui, en fait, les appuie, et effectivement, ils l'utilisent énormément, quoi. Beaucoup plus que d'autres acteurs, parce qu'un Total, typiquement, a beaucoup plus de mal à faire ça, parce que dans l'imaginaire collectif, c'est quand même le pétrolier qui a un peu mauvaise image, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'Airbus, à ce niveau-là, a une stature hyper puissante, et d'ailleurs même beaucoup plus puissante que Total. Il y a un duopole à échelle internationale, en plus avec Boeing qui perd un peu en puissance. Ils ont vraiment une puissance monstrueuse, et du coup l'État français qui est à la fois fier d'Airbus et qui cherche à tout prix à le protéger. Ils sont dans une position royale, ils l'ont vu avec le Covid, lorsque la situation s'arrête, l'État vole à leur rescousse, donc ils se disent en fait très bien, il n'y a aucune raison pour nous d'anticiper une éventuelle baisse du trafic. En fait, continuons comme on a toujours fait, de toute façon on a 10 années de marge, et même si jamais on perd ces 10 années de marge, l'État viendra de notre rescousse. Donc on n'a aucun intérêt à jouer le jeu de la résilience à long terme, on continue le court terme jusqu'à ce que ça casse. Et c'est à mettre en relation au fait aussi avec le fait que les politiques s'emparent de ça et ils disent avec des échéances d'élections qui sont assez réduites, voilà, ils ont très bien compris que une diminution du trafic aérien comme ce qui est demandé par les experts, ça veut dire potentiellement de la réduction d'activité au niveau des chaînes de montage, du chômage technique, etc. Et donc ça, c'est vraiment la hantise des personnes politiques, quoi,
de devoir dire à leurs électeurs, ça va peut-être être un peu difficile là, les temps qui arrivent. Donc en fait, il y a une espèce de déni généralisé où on fait une sorte de fuite en avant là, dans tous les domaines, politiques, industriels, au niveau des clients. Tu parlais des réseaux sociaux qui amplifient tout ça, avec des influenceurs qui vont poster des photos, des vidéos, qui vont donner envie à nous, enfin aux autres, de eux aussi, nous aussi, prendre l'avion pour aller prendre la photo qui va bien à Santorin ou je sais pas où. Et donc, voilà, c'est tout cet ensemble-là de choses qui verrouillent le système sous tous ses angles, qui fait que c'est très difficile de changer. Justement, dans ton livre, Anthony, tu dis avoir le sentiment d'être une poussière dans le système, une phrase que j'ai relevée. Je voulais savoir si, premièrement, l'impact négatif de l'aviation était une notion dont tous les acteurs du milieu, donc du milieu de l'aviation, étaient conscients. Et si oui, comment est-ce qu'ils le vivent au quotidien ? Est-ce que toi, tu as eu peut-être déjà des discussions qui t'ont marqué avec d'autres acteurs à ce sujet-là, au sujet de l'environnement ? Alors c'est assez difficile de savoir ce que pensent les gens vraiment, Ouais. et ce que pense la direction des compagnies aériennes et comme tu disais des constructeurs. On ne sait pas vraiment s'ils savent, mais ils sont cyniques, ou alors ils savent, mais ils ont espoir en une technologie qui va nous sauver ou autre chose. Donc moi quand je discutais, mes interlocuteurs c'était les collègues pilotes, les collègues hôtesses et stewards. Donc bon, on peut imaginer que pilotes de ligne, c'est des gens quand même qui sont techniquement au point, Ouais. qui se renseignent, etc. C'était pas forcément toujours le cas. En fait, je pense que tout le monde a accès à l'information aujourd'hui, parce que l'information elle est partout. Mais après, il y a une différence entre avoir accès à l'information et l'intégrer vraiment et comprendre ce que ça veut dire. D'ailleurs, moi-même, ça a mis longtemps à monter au cerveau, en fait. Puisque, comme je disais au début, je survolais quand même des tas d'endroits qui témoignaient du changement climatique. Mais j'ai continué à faire ce métier-là pendant des années. Donc ça voulait dire que j'étais pas vraiment conscient, physiquement parlant, tu vois, intérieurement parlant, de ce qui se passait vraiment. Je l'étais intellectuellement, peut-être. Ok, c'était des chiffres froids, tant d'inondations, tant de feux de forêt, etc. Mais de là à ce que ça impacte vraiment ma manière de penser, ma manière de vivre ma vie, c'était pas le cas. Après, il y a plein de personnes avec qui je discutais qui étaient au courant, qui avaient très bien compris, mais qui ne pouvaient pas changer leur mode de vie. Parce que, quand on s'est créé un mode de vie agréable, là on revient sur le biais de normalité, l'effet de cliquet dont je parlais tout à l'heure, c'est très compliqué d'en sortir. Et à titre personnel, il m'a fallu faire tomber plein de barrières, que je décris d'ailleurs dans mon livre, je décris tout ce processus, pour faire tomber ces barrières l'une après l'autre. Et j'ai pu le faire notamment parce qu'il y avait des pans de ma vie qui étaient pas trop limitants. Donc par exemple, j'ai pas d'enfants. Mais quelqu'un qui a des enfants, quand il apprend tous les problèmes écologiques, une de ses premières réactions, ça peut être oui, ok, mais moi, il faut que j'élève mes enfants. Donc il faut que j'ai de l'argent pour élever mes enfants. Une stabilité. Donc, si je quitte mon job parce que je deviens éco-anxieux ou parce que j'ai une révélation, comment je vais gagner ma vie ? Quand on est pilote de ligne, on a étudié pour être pilote de ligne, mais c'est tout, quoi. On sait pas, on est adaptable parce que les gens sont intelligents, mais on a basé toute notre carrière là-dessus. Donc c'est compliqué de s'imaginer autrement que comme on est aujourd'hui. Donc tout ça, ça fait que y a plein de biais et de choses qui nous empêchent de sortir de notre bulle, de notre zone de confort. Et donc, par exemple, à Air France, on a eu pendant un des confinements du Covid, un ingénieur de Météo France qui a fait une conférence un peu à la Jean Covici, c'est-à-dire on voit toutes les courbes qui montent, CO2, etc., liées à l'aviation, et c'était en visio. Et donc, on peut pas dire
en étant honnête qu'on ne sait pas, puisqu'on a même eu à Air France en interne un cours là-dessus, quoi, un exposé dessus. Donc après, une fois qu'on sait, il y a le film Une fois que tu sais, qui est un titre génial, je trouve, parce que une fois que déjà, la base c'est de savoir, et une fois que tu sais, après normalement, tu peux plus dire que tu sais pas. Voilà, en tout cas, tu dois composer avec toi-même. Donc après, il y a les gens qui savent et qui croient ou qui pensent que la technologie va résoudre les problèmes. Donc là, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, mais il va y avoir des SAF. Oui, mais il va y avoir du CCS. Oui, mais la compensation carbone, c'est bien. Voilà. Et après, le cerveau humain est capable d'être dans le déni comme ça en étant persuadé que plus grand que soi va trouver des solutions. Le plus grand que soi, c'est ce que tu disais, les compagnies, les États, les fabricants d'avions, les pétroliers même, etc. Et puis après, il y avait quelques personnes avec qui j'étais en contact qui étaient un peu climato-sceptiques, comme c'est un panel de la population, donc, des gens comme qui reprenaient un peu les discours à la Trump en disant ou Michel Onfray là en ce moment, c'est les multivers qui font que donc tout ça c'est des manières de mais ces gens-là en fait ils ont un pouvoir parce que ils jouent sur ce que je disais tout à l'heure, sur ce biais de normalité qu'on a tous en nous, et on a tous envie que les choses ne changent pas parce qu'on est bien comme on est. Et si quelqu'un nous dit vous inquiétez pas, ok, il y a des choses qui changent, mais c'est pas de notre faute, c'est la faute des planètes, etc. C'est rassurant. Voilà, c'est rassurant, on se sent moins coupable. Voilà. Alors qu'en fait, quand on regarde les choses froidement, les chiffres, qu'on se renseigne vraiment, on se rend compte de notre vulnérabilité et de notre part chacun de culpabilité. Et ça, on n'a pas envie de se sentir coupable, c'est désagréable. Donc c'est pour ça que moi je dis, tant qu'on n'osera pas proposer au monde à la fois nos forces mais aussi nos faiblesses, on s'en sortira pas. Si on n'est que, là je reprends les travaux d'Olivier Hamon, dans la performance en permanence, et c'est ce dont on nous apprend, c'est ce qu'on nous apprend à faire depuis qu'on est enfant. Quand on est à l'école, il faut être performant, il faut être meilleur que les autres, il faut avoir des bonnes notes, etc. Donc on nous apprend à être performant, et en fait on nous apprend à cacher nos faiblesses, nos vulnérabilités, mais c'est aussi là qu'on trouve notre sensibilité. Donc le beau, il est de ce côté-là, il n'est pas que dans la performance. Et je pense qu'il faut maintenant arriver dans un monde où on accepte le yin et le yang. On accepte de dire ok, on est en tant qu'humain hyper performant, on est capable de créer des avions qui sont des machines volantes ultra complexes avec un concentré de génie humain dedans, mais reconnaissons aussi que ces machines volantes, elles abîment la nature, elles abîment le vivant sur Terre. Et donc, c'est pas en faisant l'autruche qu'on va réussir à trouver des solutions. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et pour enchaîner, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, maintenant qu'on est face au problème du pétrole, quelles sont les différentes alternatives qui s'offrent à nous ? Alors, on va avoir trois grandes catégories de technologies. Tout ce qui va toucher à l'électrique, avec les batteries, différentes sous-technologies de batteries, mais je regroupe tout ça ensemble. L'hydrogène, dont on a pu notamment parler dans les années 2020, beaucoup voitures hydrogène, avions hydrogène, etc. Je vais y revenir un petit peu. Et puis ensuite tout ce qu'on groupe dans les carburants alternatifs, donc c'est à la fois les biocarburants à partir de biomasse et ce qu'on appelle les carburants de synthèse ou e-fuels, où c'est à partir de consommation électrique. À chaque fois, ces carburants-là font un équivalent de pétrole, donc équivalent d'essence ou équivalent de kérosène, ce qui fait que d'un point de vue chimique, c'est comme ou quasiment comme du pétrole à la fin. Et en fait, il faut vraiment les voir comme trois marches. Et en fait, il y a une hiérarchie, il y a vraiment un ordre entre ces trois marches. Parce qu'à chaque fois qu'on passe à la suivante, donc on passe d'électrique à hydrogène, puis de hydrogène à carburant de synthèse, carburant alternatif, on gagne vraiment en performance. On gagne en stockage d'énergie, c'est-à-dire que ça nous prend beaucoup moins de volume et beaucoup moins de masse pour avoir une même quantité d'énergie, genre un même nombre de mégajoules ou de kilowattheures, etc. Donc on gagne en performance. Mais à chaque fois, c'est plus complexe à obtenir
Et donc, c'est plus énergivore, plus de consommation d'énergie, et c'est plus cher. Et en fait, cet ordre-là, cette hiérarchie, ça explique en grande partie ce qu'on observe dans les différentes filières des transports, parce que quand la première marche répond à notre cahier des charges, on n'a pas d'intérêt à aller au-delà. Ce sera juste plus cher pour rien. Et donc, dans l'automobile, les batteries, certes, ça prend un peu de place et c'est lourd, mais bon, il y a un peu un surpoids, les voitures électriques sont plus lourdes que des voitures thermiques, mais on arrive quand même à peu près à se débrouiller. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et on observe quand même des tentatives sur les marches d'après, mais elles sont beaucoup plus complexes ou beaucoup plus chères. Si on fait des e-fuels pour l'automobile, ce ne sera pas 1 euro ou 2 euros le litre, ce sera plutôt du 5 euros, voire du 10 euros le litre. Ah oui, d'accord. Et donc là, on imagine bien, voilà, ça devient compliqué d'un point de vue économique. Et donc, l'électrique, pour le routier léger, ça marche bien. Mais effectivement, pour les poids lourds, en tout cas, ça commence à changer, je vais y revenir. Mais on a beaucoup évoqué que si on veut des poids lourds longue distance, il faut embarquer beaucoup d'énergie. Et là, les batteries, de façon un peu humoristique, on disait, oui, mais le camion, il n'y a plus de place pour les marchandises, il y a les batteries dans la remorque. Et donc, effectivement, on cherche à avoir quelque chose de plus dense. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'hydrogène. Et l'hydrogène, potentiellement, on s'intéresse aussi pour le maritime ou l'aérien léger. Le projet d'Airbus, c'est un aérien léger, c'est une courte distance. C'est pas du 10 000 ou 15 000 km, c'est 2 à 4 000, ce que j'avais pu évoquer tout à l'heure. Et à nouveau, quand l'hydrogène ne suffit pas, parce que c'est quand même pas si dense que ça, l'ordre de grandeur que j'ai, c'est que je crois que c'est 4 fois plus volumineux que le pétrole, réservoir compris, donc c'est quand même moins intéressant que le pétrole. Et on passe encore au dernier stade, avec donc les biocarburants et carburants de synthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hiérarchie, elle est assez claire depuis 2020, je dirais. Il y a un peu toutes les feuilles de route qui sortent à ce moment-là et comment les technologies se répartissent sur le secteur. C'est assez visible la façon dont ça se décante dans les différents secteurs. Et on peut s'amuser à parler un peu d'hydrogène parce qu'en fait, ce qu'on observe du coup depuis à peu près 5 ans, c'est que l'hydrogène perd des parts de marché à la fois par rapport à la marge du haut et à la fois par rapport à celle du bas. C'est-à-dire que ce n'est pas 3 marches de même taille, c'est la première marche qui est très grande, la deuxième qui est toute petite et la troisième qui est pas aussi grande que la première mais quand même assez importante. C'est-à-dire qu'en gros il y aura beaucoup d'électrique a priori, il y aura quand même des carburants alternatifs et puis l'hydrogène entre les deux ça a vachement rétréci et on ne sait pas à quel point ça répondra réellement à des besoins. Et pour essayer de l'expliquer un petit peu, en fait, l'hydrogène, c'est un sujet passionnant, mais moi, c'était le premier sujet sur lequel j'ai travaillé, donc j'ai adoré ça, et d'un point de vue technique, j'adore toujours ça. Mais je dirais que ce qui m'a rendu le sujet passionnant d'un point de vue ingénieur, c'est aussi ce qui le rend infernal d'un point de vue industriel, parce qu'en fait, ça nous fait toucher à plein de compétences de thermique, de gestion des gaz, d'électrique, électrochimie, etc. Mais en fait, c'est une horreur sur chacun des points. Pour expliquer un petit peu, l'hydrogène, c'est l'élément le plus léger, du coup, du tableau périodique. C'est tellement léger, tellement petit, que en fait, c'est hyper compliqué de garantir l'étanchéité. C'est-à-dire qu'il y a plein de types de matériaux où en fait, l'hydrogène va passer à travers les parois. Donc déjà, d'un point de vue sécurité, on pourrait s'arrêter là, ça la fout mal. Quand on a un gaz, c'est compliqué de garantir que vraiment, il reste à l'intérieur. Si jamais il fuit, c'est l'élément du coup le plus léger, il va très vite se propager, c'est inodore, incolore, compliqué à repérer. Et ça va avoir un niveau d'énergie pour que ça puisse s'inflammer qui va être extrêmement faible. C'est-à-dire, j'ai un ami qui travaille justement sur de la sécurité et qui me disait, pour vulgariser, un gros claquement de doigts, ça suffit. C'est-à-dire que s'il y a de l'hydrogène dans l'air, un claquement de doigts un peu fort, le frottement suffit à déclencher l'inflammation. Et ça se déclenche facilement parce que c'est aussi le gaz qui a ce qu'on appelle la plage d'inflammabilité la plus grande parmi tous les gaz. C'est-à-dire en gros, le ratio entre l'hydrogène par rapport à l'air, s'il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez d'hydrogène pour que ça se déclenche. Et s'il y en a trop, ça sature, ça noie et il n'y a pas assez d'oxygène. Sauf que la plage, c'est entre 4 et 76% d'hydrogène en volume par 1000 volumes d'air. Autrement dit que 4%, vu à quel point c'est léger, on l'atteint super vite. Et 76%, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de ventilation et on reste en dessous de 76%. Donc ça fuit super facilement. Si ça fuit, c'est super compliqué à repérer. Il faut vraiment avoir des capteurs de partout parce que nous, on ne s'en rend pas compte. Si ça fuit, on est tout de suite dans la plage. Et la moindre petite étincelle fait que ça pète. Et si ça pète, la vitesse de front de flamme, c'est 10 fois celle du butane ou du propane. C'est du 3-4 mètres secondes.
Donc déjà, ça se pose là, quoi. Mais le truc, c'est que, je l'ai dit, c'est hyper léger. Donc effectivement, on voit peut-être venir le sujet de comment on fait pour le stocker, parce qu'à température et du coup à pression ambiante, 1 kg d'hydrogène, ça prend 11 mètres cubes. Ce qui est un peu beaucoup. Hein. Une voiture hydrogène, elle a besoin, il y a quelques modèles, ils ne se vendent pas, mais il y en a quand même quelques-uns, qui font 100 km avec 1 kg. Mais du coup, il leur faudrait une remorque de 11 mètres cubes par 100 km d'autonomie qu'ils ont. Donc effectivement, c'est compliqué, ce qui fait que l'hydrogène, on a deux options. Côté automobile, on le compresse. Côté aérien, on le liquéfie en le passant à basse température. Sauf que c'est extrême. Quand on dit qu'on le compresse, c'est du 700 bar, 700 fois la pression atmosphérique. Donc là, ça devient quand même un niveau très poussé de compression. Et ça pose d'autres questions de gestion de la thermique et de sécurité également. Et côté aéronautique, pour le passer sous forme liquide, donc cryogénique, il faut qu'il descende à moins 253 degrés. Moins 253 degrés, on n'est plus qu'à 20 degrés du zéro absolu, donc là ça commence à être vraiment froid. Et c'est tellement froid qu'on ne peut pas garantir en fait l'étanchéité thermique, donc il va forcément se réchauffer. En se réchauffant, il sort de l'état liquide, donc il va forcément dégazer. Et pour l'anecdote, les concepts qu'avait montré Airbus, il y avait des petites, genre des petites cheminées, petits trucs pour dégazer l'hydrogène à l'arrière du fuselage sur le haut, au cas où il se réchauffe plus vite que la vitesse à laquelle on le consomme. Sauf qu'on a encore un autre sujet qu'on est en train de découvrir, que l'hydrogène interagit avec d'autres gaz à effet de serre et du coup est un gaz à effet de serre indirect et assez puissant. Donc il faut mieux éviter de le faire fuir. Donc c'est compliqué, et même si on s'arrête là, ça veut dire que d'un point de vue logistique, un avion hydrogène, en fait on le charge en hydrogène, il faut qu'il décolle tout de suite. Pas se permettre d'attendre quoi que ce soit, parce que en fait il va se réchauffer tout de suite. Et donc il faut qu'il parte. Et puis ça va mettre un choc thermique au réservoir et potentiellement qui va abîmer le réservoir parce que le réservoir, au fur et à mesure qu'il se vide, il passe de moins 250 degrés à température ambiante. Donc bref, en fait l'hydrogène c'est passionnant, mais vraiment d'un point de vue technique, on enchaîne plein de galères. Et là c'est juste d'un point de vue sécurité, ce que j'ai évoqué, mais c'est aussi très compliqué d'un point de vue énergétique. Il y a beaucoup de pertes par rapport à l'électrique. Globalement, le rendement d'une motorisation hydrogène entre la production jusqu'à l'utilisation à la fin par rapport à une motorisation électrique, c'est environ 3 fois moins bon en rendement. C'est-à-dire que pour une même énergie au point de départ, on fera rouler 3 fois plus de voitures électriques que de voitures hydrogène. Donc en plus du sujet de sécurité, il y a un sujet énergétique. Il y a en plus de ça un sujet économique qui est que les technologies hydrogène, ça coûte cher à l'achat, à la fois à cause de ces questions de sécurité à devoir gérer et parce qu'il y a des matériaux précieux dedans, par exemple une pile à combustible et de platine dedans. Donc, ça rajoute des sujets de coût, ce qui fait que c'est plus cher à l'achat. Et c'est plus cher à l'usage parce qu'avec toute cette gestion de l'hydrogène, en fait, à la pompe, ça revient aussi cher que de l'essence, ramenée par kilomètre parcouru, alors que l'essence, c'est la moitié du prix qui sont des taxes, et l'hydrogène est exonéré de taxes. Malgré ça, c'est au même prix. Ce qui fait qu'en fait, c'est passionnant, et ça répond... En fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. L'hydrogène, c'était exactement ce sujet-là de... Ne vous embêtez pas, vous n'avez pas besoin de changer votre habitude, vous allez charger votre voiture une fois par semaine et vous pouvez faire 600 km. L'hydrogène vous le permet. C'était exactement ça. À la différence de la batterie, on disait on fera peut-être que 300 km ou 400 et il faudra changer la façon dont on se recharge en se rechargeant plutôt chez soi. L'hydrogène incarnait justement ce rêve de on ne change rien. On garde comme le pétrole, mais en zéro émission, etc. Mais en pratique, à part ce petit kiff-là de ne pas avoir à changer, voilà, c'est infernal d'un point de vue technique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue économique, d'un point de vue infrastructurel. Il faut mettre des stations hydrogène partout si on veut que les gens puissent se recharger parce qu'ils ne peuvent pas se recharger chez soi, contrairement à une voie de véhicule électrique. Et j'oublie un point, d'un point de vue architecture véhicule, c'est pas terrible non plus. Parce que vu que c'est à 700 bars, on ne fait pas du carré à 700 bars. Donc c'est sphérique ou cylindrique. Ce qui fait que typiquement, la Toyota Mirai, le véhicule porte-étendard de Toyota sur l'hydrogène, il y a 3 gros réservoirs d'hydrogène. Il y en a un longitudinal, un peu à l'endroit où il pourrait y avoir une grosse transmission pour un véhicule 4 motrices. Et ensuite, il y en a un sous la banquette arrière et un sous le coffre. Ce qui fait que c'est un véhicule qui fait 5 mètres, mais qui n'a pas spécialement d'espace pour les jambes et qui n'a pas de coffre. Donc, on a un véhicule porte-étendard qui, si je suis un petit peu provocateur, est une merguez en termes d'optimisation véhicule. Et donc qui est moins intéressant que des Tesla typiquement en termes, parce que certes les batteries sont lourdes mais c'est compact, c'est dense et c'est plat et donc on le met sous le plancher. Et donc l'hydrogène est certes plus intéressant d'un point de vue volume, d'un point de vue masse que ça prend, mais d'un point de vue volume c'est moins intéressant et d'un point de vue forme c'est super chiant.
Bref, tout ça pour faire une longue parenthèse sur l'hydrogène, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas tant que ça? C'est pas une question de complot ou autre, au contraire on a vachement abondé et mis de l'argent dedans et maintenant on essaie plutôt d'en sortir parce que c'est pas si intéressant que ça. Et donc on aura beaucoup d'électrique a priori dans le routier, même pour les poids lourds. En fait on observe qu'on a beaucoup plus de poids lourds à batterie qui se font que de poids lourds hydrogène. Et après, on a notre vaste sujet dont on va pouvoir parler, je vais passer aussi la parole, sur les carburants alternatifs, où justement, si on a dit que l'aérien, les batteries, c'est compliqué, et que là on évoque, en lien aussi avec le projet d'Airbus qui a été reporté, que l'hydrogène, effectivement, c'est difficile aussi, c'est ça qui nous fait arriver à des carburants alternatifs au pétrole, mais c'était la troisième marche que j'évoquais, et effectivement, elle est encore plus chère, encore plus compliquée à produire. Elle a juste l'avantage, mais qui est un énorme avantage par rapport à l'hydrogène, qui est que c'est des carburants qu'on appelle des drop-in fuels. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit le carburant, il peut récupérer toute l'infrastructure du pétrole. Parce qu'il a la même consistance, et donc il peut se transporter pareil, il peut se stocker pareil. Donc il n'y a pas besoin de changer les aéroports à ce niveau-là. Il y a besoin de changer la production, mais pas l'aéroport, et il n'y a pas besoin de changer l'avion. Et ça, d'un point de vue logistique et sécurité, c'est une énorme différence par rapport à l'hydrogène. Et en fait, je pense que rien que ça explique pourquoi on va plutôt sur ça que sur l'aviation à hydrogène. Si je peux rajouter quelque chose, c'est également que pourquoi est-ce que on utilise le pétrole? C'est pour toutes les raisons que tu as énoncées, mais en fait le pétrole, il faut se rendre compte que l'être humain est tombé sur le jackpot directement, quoi. Et depuis, on cherche à trouver des solutions pour atteindre un peu ce jackpot par d'autres manières, mais on se rend compte que c'était le jackpot, quoi. On ne trouve pas d'autres solutions aussi efficaces, d'énergie aussi dense, etc. Donc du coup, il y a ce qui s'en rapproche le plus, comme tu dis, c'est le carburant d'aviation durable, parce que ça a la même consistance que le pétrole, c'est un carburant liquide. Et d'ailleurs, Airbus, tu l'as expliqué, est parti vers la voie de l'avion à hydrogène, mais Boeing, dès le début, ils ont dit « nous, on ne va pas là-dedans, ça nous paraît complètement absurde et beaucoup trop compliqué, on mise tout sur les biocarburants, quoi. Enfin sur les SAF, sur les carburants d'aviation durable. » Parce que, notamment, ce que tu viens de dire, on peut garder les mêmes avions, les mêmes réservoirs, les mêmes avitailleurs de carburant dans les aéroports, les mêmes camions qui vont mettre le carburant dans les avions, les mêmes réservoirs sous le tarmac par moment. Et il faut juste peut-être adapter un tout petit peu les moteurs pour qu'on puisse avoir 100% de ces carburants-là dans l'aviation. Donc, mais ça n'a rien à voir avec tout ce que tu viens d'énoncer sur l'hydrogène qui est une vue de l'esprit. Et donc, finalement, l'industrie essaye d'aller vers des carburants d'aviation durable. Donc actuellement, c'est un type de carburant qui est très peu utilisé encore, puisque à l'échelle mondiale, en 2024, il n'y avait que 0,4%, non c'était 0,3% même, je crois, du carburant qui était du carburant d'aviation durable à l'échelle mondiale. Donc en France actuellement, je crois que Air France met dans ses avions à peu près 2% de carburant d'aviation durable. Donc on voit bien la marche. Alors, l'Union européenne a fait tout un planning pour monter en puissance au niveau de la fourniture de carburant d'aviation durable aux avions en Europe, sachant que cette montée en puissance, elle est uniquement pour l'Europe. Donc nous, on a une contrainte comme ça réglementaire qui va être assez forte, mais déjà on n'est même pas capable de dire si on va pouvoir respecter cette contrainte-là, mais c'est uniquement en Europe, où en Europe on est déjà un peu au top de ce qu'on peut faire en termes de préservation de l'environnement, de technologie et tout. Il y a des pays qui n'ont rien à faire, ils ferment les yeux sur l'origine des carburants d'aviation durable par exemple. Donc ça peut être de l'huile de palme, etc., qui est directement en concurrence avec les cultures vivrières et qui entraîne une déforestation folle. Donc heureusement déjà en Europe on a ce garde-fou là. Donc après, ce qu'on peut dire sur les carburants d'aviation durable rapidement, c'est qu'on a deux types de carburants d'aviation durable principalement. On a ceux qui sont créés à partir de biomasse. Donc soit c'est des résidus d'huile alimentaire, des résidus forestiers, etc. Soit ça va être des cultures dédiées carrément
Donc je parlais de l'huile de palme. Il y a des pays, en Indonésie, dans ces pays-là, d'Asie du Sud-Est, où ils font carrément des monocultures de plantation de palmiers à huile pour faire du carburant d'aviation durable. Donc là, voilà, ça pose tout un tas de problèmes de déforestation, sachant que la déforestation, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux, quoi. Donc ça, c'est un impact phénoménal sur le réchauffement climatique. Et puis, il y a aussi, deuxième partie des carburants d'aviation durable, c'est ce qu'on appelle des e-fuels. Donc c'est des carburants synthétiques qui ressemblent à du kérosène, mais qui sont en fait un conglomérat d'hydrogène et de CO2, en gros. Pour faire simple, le spécialiste pourrait donner plus de détails, mais là c'est pour faire ça. J'aurais dit exactement pareil. Et donc, l'objectif de l'Union européenne, en tout cas, c'est de mettre en 2050 dans les avions, au départ de l'Europe, 70% de carburant sous forme de carburant d'aviation durable. La moitié, ça sera du biocarburant et la moitié des e-fuels, des e-carburants synthétiques. Voilà. Donc en fait, le problème, c'est que ça, c'est le plan, c'est ce que l'Union européenne voudrait faire et c'est ce plan-là que les compagnies aériennes achètent. Quand elles disent « vous inquiétez pas à leurs clients, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à voler avec nous, à prendre l'avion, on va développer le transport aérien, etc. Ça va être génial ». Quand elles disent tout ça, implicitement, elles prennent les chiffres de l'Union européenne en compte, en disant « vous voyez, ça c'est l'objectif ». Mais quand on fouille un petit peu, quand on se met dans les chiffres et quand on regarde le détail, en fait on se rend compte que ça va être très 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 compliqué d'arriver à passer à l'échelle et ça va être très compliqué de fournir ces quantités gigantesques de carburants d'aviation durable. Alors pour les biocarburants issus de la biomasse, ça va être compliqué parce qu'il va falloir déforester. On voit en ce moment, il y a un projet dans le sud de la France, le projet ECO de la société Élise qui cherche à utiliser le bois de la région pour fabriquer du biocarburant. Donc cette fabrication, elle nécessite tellement d'électricité que ça représente l'équivalent du département entier de l'usine qui va fabriquer ça. Et tout est comme ça. Donc soit il va y avoir un problème de biomasse disponible, de déforestation, soit il va y avoir un problème d'électricité disponible, puisque là, ça c'est des chiffres de l'Académie de l'air et de l'espace qui dit que pour décarboner l'aviation européenne, il va falloir en 2050 l'équivalent de 60 réacteurs nucléaires, l'énergie de 60 réacteurs nucléaires. Donc on voit bien que déjà un réacteur nucléaire, si on veut partir sur ce type d'énergie, ça ne se fabrique pas en 5 minutes. Il va falloir mettre en place industriellement la fabrication soit de réacteurs nucléaires, soit d'autres types de fabrication d'énergie. Donc par exemple, pour remplacer un réacteur nucléaire, je crois que c'est 14 000 éoliennes, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est des quantités gigantesques d'énergie renouvelable qu'il va falloir créer pour créer ces carburants d'aviation durable. Donc on voit bien qu'il va y avoir un problème en termes de quantité. Donc si c'est très beau sur le papier, et si toutes les compagnies achètent ça, eh bien en réalité, ça va poser un énorme problème de réalisation dans la pratique. Et effectivement, je pense que je ne l'aurais pas dit mieux, c'est à la fois on a besoin de ces carburants, parce qu'en fait si on ne les développe pas du tout, ça veut dire qu'on reste 100% sur le pétrole. Ouais. Mais en même temps, déjà la feuille de route, elle ne prévoit pas de sortir du pétrole, 70% de SAF, ça veut dire qu'il y a encore 30% de pétrole. C'est vrai que sur les SAF, en fait, on voit bien que c'est compliqué effectivement de monter les volumes. Et donc, le propos, je pense que tu me rejoindras, c'est pas non plus de dire qu'il ne faut pas les développer, parce qu'effectivement, si on n'en déploie pas, on reste sur le pétrole. Mais c'est compliqué, et atteindre ce 70% posé par l'Union européenne, ça va être très difficile. Et encore, c'est 70%. Ça veut dire qu'il y a encore 30% à côté qui est du pétrole. Et donc, si c'est 30% d'un trafic qui augmente, potentiellement, c'est un 30% d'une consommation totale qui croît. Et donc, il y a un enjeu là-dessus. Et en fait, ça amène à la grosse question de combien on consomme. Parce qu'en fait,
c'est pas 70% qui intrinsèquement est compliqué, c'est 70% d'un truc énorme qui du coup fait que c'est une quantité colossale, quoi. Et il y a un ordre de grandeur que j'aime bien là-dessus. Alors, c'est pas l'échelle Europe, c'est l'échelle France. C'est de demander à des élèves, à votre avis, c'est quoi l'ordre de grandeur de combien on consomme de kérosène par an en France. Et en fait, je l'aime bien parce que je le pose en QCM. Ma plus petite réponse, c'est 20 000 tonnes et ma plus grosse réponse, c'est 7 millions de tonnes par an en France. Et j'en ai souvent qui me répondent 20 000 tonnes. Je leur dis, en fait, la réponse, c'est 7 millions. Dit autrement, le 20 000, c'est la consommation par jour. 20 000 tonnes par jour, effectivement, on arrive à 7 millions à la fin de l'année, quoi. Donc en fait, on ne le représente pas forcément, mais on a une consommation absurde, vraiment, de pétrole. Et oui, dès qu'on cherche à le remplacer par un truc qu'on obtient de façon plus durable, mais un peu plus complexe, en fait, oui, on est sur des ordres de grandeur colossaux, quoi. Et c'est ça qui nous amène au sujet de la modération, mais qui pose le sujet un peu de culpabilité, etc. derrière. Et c'est délicat, je pense que je t'enverrai la patate chaude sur comment toi tu gères ça. Mais si je me cache à nouveau derrière les chiffres, c'est pratique, ça va me poser le débat après de dire j'ai rien dit, ouais. C'est juste les chiffres. Mais un autre que j'aime bien, c'est de dire je me place pas dans un contexte qui diminue, dans un trafic qui diminue. Je pars du principe qu'on parvient à maintenir un trafic stable. C'est-à-dire que si on ne le fait pas augmenter, juste il se maintient stable entre le gain d'efficacité des nouveaux avions qui sont un peu plus performants et puis d'arriver à remplacer petit à petit de plus en plus de pétrole, mettons qu'on arrive à peu près à se débrouiller, à faire quelque chose avec un trafic stable. Un trafic stable, si on le répartit de façon homogène sur la population mondiale, ça revient à faire en avion environ 1000 km par an par personne. C'est-à-dire que l'ordre de grandeur actuel, c'est un peu moins de 10 000 milliards de ce qu'on appelle des passagers kilomètres, c'est le nombre de passagers fois le nombre de kilomètres. Et donc si on arrondit à une population d'un peu moins de 10 milliards d'habitants, ça fait pile de 1000 km par an et par personne. Et je trouve cet ordre de grandeur hyper intéressant parce que, en fait, pour certains, ça va être hyper contraignant. Le 4 vols par vie de gens comme ici qui a fait beaucoup de... En fait, on retombe un peu là-dessus, hein, 110 000 km par an. Un aller-retour Paris-Tokyo, c'est 20 000 allers-retours, c'est tous les 20 ans, quoi. Donc il y a vite un aspect, ah oui, c'est hyper contraignant, on peut pas, enfin, 1000 km aller-retour, c'est Paris-Toulouse, quoi. Donc le seul aller-retour qu'on peut se permettre de faire une fois par an, c'est Paris-Toulouse, mais on pourrait le faire en train, du coup. Et donc c'est à la fois très contraignant, et en même temps, si on prend 80 ans en espérance de vie, bah, ça fait 80 000 km, ça fait 2 fois le tour de la Terre, quoi. Et moi, je l'aime bien parce que, bah, souvent, entre écolos, en fait, on se dit, en fait, faut vraiment quasiment plus prendre l'avion, et de se dire, en fait, on pourrait permettre à tout le monde, de façon équitable, à faire 2 fois le tour du monde. Moi, c'est quelque chose que je trouve très beau, enfin, c'est quelque chose que je trouve motivant et un beau message. Et quand j'en parle à des amis plus ou moins écolos, disons, ils me suivent un peu, mais ils n'ont pas complètement franchi le pas et qui prennent effectivement l'avion de temps en temps, ah oui, la contrainte de 1000 km par an, c'est hyper fort. Et je trouve que c'est un bon sujet pour amener le débat. On ne juge pas, il y a forcément des gens qui font un peu plus, un peu moins. Mais c'est vrai que faire un aller-retour Paris-New York tous les ans, dans aucun scénario, même la croissance du trafic aérien à x2 ou x3 en 25 ans, même ça ne permet pas à tout le monde sur Terre de faire ça. Et donc dans tous les cas, il y a besoin de poser cette question de à quel point on l'utilise. Et je te file la patate chaude sur la culpabilité, mais je pense qu'il y a quelque chose de beau aussi de réserver l'aérien à des voyages qui font vraiment sens, ouais, et d'avoir moins de quantité et plus de qualité. Mais je suis intéressé d'avoir justement ton avis là-dessus. Alors moi, par rapport à la culpabilité, pour compléter ta réponse sur les quantités de carburant qu'on utilise, il faut avoir en tête qu'il y a à peu près 1 milliard de litres de carburant qui est utilisé dans le monde chaque jour. Donc ça représente 340 piscines olympiques. Donc il faut imaginer une zone avec 340 piscines olympiques qu'on remplit tous les jours de carburant à ras-bord, et à la fin de la journée, il n'y a plus rien. Et ça, c'est juste l'aérien, l'aviation mondiale, quoi. Tous les jours, c'est ça. Donc, bon, ça paraît, on a du mal à imaginer 340 piscines olympiques, mais c'est pour dire que c'est des quantités complètement faramineuses. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, je pense, c'est que, et là ça rejoint ce que tu disais sur c'est pareil, se mettre
la tête d'un monde, imaginer un monde où tout le monde vole de la même manière. Ce monde-là, il n'existe pas du tout en fait, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe, puisque on sait très bien que 1% de la population mondiale émet 50% du CO2 de l'aviation. Ouais. En France, c'est 2% de la population française qui émet 40% du CO2 lié à l'aviation. Donc on sait que, par exemple, les Américains volent 50 fois plus que les Africains. Les Européens, on vole 5 fois plus que les Asiatiques. Donc il faut aussi se dire que actuellement, les Occidentaux, ce qu'on peut appeler les Occidentaux, on vole beaucoup trop. Voilà. Il y a une inégalité qui est énorme, et nous, on vole énormément, alors qu'il y a d'autres personnes sur Terre qui ne volent pas du tout. Voilà. Donc il faut avoir ça en tête, et c'est pas évident, parce que là on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure sur les biais de normalité, etc., où finalement on a été habitué à ça, donc c'est très difficile de changer ses habitudes. Donc je pense que l'idée, c'est pas forcément de se sentir coupable ou quoi, mais c'est de voir la vérité en face, et d'être plus dans un esprit de partage, et de permettre à d'autres personnes sur Terre de prendre l'avion. Ça veut dire que nous, on va devoir peut-être le prendre un peu moins, mais de le prendre mieux. C'est-à-dire qu'actuellement, on prend l'avion souvent pour aller s'isoler pendant une semaine dans un club de vacances au mois de décembre, aux Antilles et tout, alors qu'on sait qu'on nous dit en permanence qu'il ne faut pas manger des fraises en décembre ou des tomates au mois de décembre, ça va à l'encontre de l'écologie. Qu'est-ce qu'on fait quand on va passer ses vacances au soleil à Noël? On fait exactement la même chose. Voilà, on va à l'encontre de la saisonnalité de la vie, etc. Donc je pense qu'il faut juste revenir à des choses de base, alors qu'on pourrait appeler le bon sens, hein. Mais ça permet de remettre les pieds sur terre en fait, et entendre ces chiffres-là, entendre que nous, Européens, Occidentaux, on vole beaucoup trop, on vole beaucoup plus que certaines personnes sur Terre. Ça permet de prendre conscience de ça déjà, et d'adapter nos comportements. Parfait, merci beaucoup. Peut-être une dernière question à tous les deux. Si vous pouviez mettre en place une mesure, ou peut-être une ou deux mesures pour changer les choses en profondeur dans le domaine de l'aviation, quelle mesure cela pourrait être au top de la liste? On va essayer de se compléter, dans ce cas-là ça va permettre de tricher un peu à deux. Si vous voulez. Moi, ce que ça m'évoque, c'est de stopper l'hémorragie. C'est-à-dire, là on évoque qu'il faudrait essayer de limiter quand même un petit peu la taille du trafic, à minima, arrêtons de le faire augmenter. Et c'est un peu pareil. Là, on a du CO2 qui fuit, c'est un peu comme si on avait du sang en quelque sorte. Enfin bref, l'allégorie marche peut-être pas hyper bien. Je tente, j'improvise. Mais pour moi, tout ce qui est... on rajoute des injonctions à plus voler, on rajoute de la pub, ou on fait des extensions d'aéroports, c'est un non-sens absolu. Encore plus avec ce que tu viens d'évoquer, quand on le fait en France. Parce que là, on parle de stagner à échelle mondiale. Même si on avait une croissance légère à échelle mondiale, ça voudrait dire qu'en France, on croît peu, et que dans le reste du monde, ça croît plus. Donc, pourquoi faire des extensions d'aéroports? Ça n'a aucun sens. Et pareil, pourquoi continuer de faire de la publicité alors qu'on dit que... voilà. Et donc, arrêtez de faire ça. Je pense que déjà, si on enlève un peu ces projets qui vont dans le sens contraire, et ces injonctions qui vraiment nous freinent, déjà ça enlève, parce que là en fait on essaie d'accélérer sur la décarbonation, mais on a à la fois les plaquettes de frein et les freins à main qui sont actionnés, quoi. Donc déjà enlever ça, quoi. Ce serait ma réponse, je pense. Mais il y a plein d'autres idées et je te laisse. Non, moi je dirais, alors ça marche pour l'aérien, mais c'est valable pour tout. De mon point de vue, tant que les citoyens français ou du monde ne seront pas impliqués dans les changements, c'est-à-dire que tant qu'on leur permettra de ne rien changer à leurs habitudes, et qu'on leur dira ne vous inquiétez pas, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, de mon point de vue ça ne marchera pas. Donc il faut, de mon point de vue, impliquer les citoyens, c'est-à-dire faire des conventions citoyennes pour les transports.
Et là, on a bien vu la Convention citoyenne pour le climat, ce qui s'est passé. On a donné de l'information aux gens, on leur a expliqué, qui étaient des citoyens français tirés au sort, 150 citoyens, et ils en ont conclu qu'il fallait faire des changements drastiques parfois. Alors après, ça n'a pas été repris par le gouvernement, etc. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la démarche était hyper intéressante. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire pour le climat, des conventions citoyennes en France et internationales également, puisque tu parlais de ça tout à l'heure. Le problème aussi, c'est que les États sont en compétition les uns avec les autres, donc les compagnies sont en compétition les unes avec les autres. Et tant qu'il y aura cette compétition à l'échelle internationale, eh bien, on n'avancera pas parce qu'on va se tirer la bourre tout le temps. Et donc ça peut être, à mon avis, on peut prendre conscience du problème de manière internationale en créant des conventions à l'échelle mondiale, avec des gens à la fois des Français, des Américains, mais aussi des Asiatiques, des Africains, ou des personnes qui habitent sur des îles qui vont bientôt être recouvertes par les inondations, par la hausse du niveau de la mer. Évidemment que si on pose la question aux habitants de ces îles, est-ce que vous voulez que le trafic continue de se développer, ils vont dire non. Donc il faut entendre toutes ces voix-là et arriver à un consensus mondial. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur le sujet passionnant des transports. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager cette vidéo. Merci également à Loïc et Anthony d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.